C'est bon? Ouais. Merci. Et t'es pas ouf. Clémence, bienvenue dans Avec ou sans sucre et surtout bienvenue à la maison puisqu'on en discutait juste avant. Effectivement, pour les nouveaux sur YouTube et les nouveaux qui nous écoutent aussi en podcast audio, nous tournons bien chez moi. Tu confirmes que c'est un vrai appartement? Oui, il est très mignon d'ailleurs. Il est hyper cosy, j'aime trop la petite lettre comme ça et tout. Et t'as vu ou pas qu'il y avait des petits bonbons si tu veux te servir? Ah, ça c'est mignon, j'avais pas vu. N'hésite surtout pas Clémence si tu le souhaites. Je vais en piquer un. Bon, peut-être pas, là il est un peu tôt de bon matin, mais à la fin de l'interview, il n'y a aucun souci, tu peux en mettre plein dans les poches même. Je ne vais pas compter combien tu en prends. Alors bienvenue dans Avec ou sans sucre, on en discutait juste avant, effectivement, c'est la 3e saison d'Avec ou sans sucre, mais la première saison sur YouTube. Et d'ailleurs, merci d'être aussi nombreux à nous écouter et à nous regarder. Ça nous fait chaud au cœur à toute l'équipe. Comment ça se passe avec ou sans sucre? Ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que j'aime bien laisser l'invité se présenter comme elle aimerait être présentée. Ok, c'est gentil, merci. Alors, je m'appelle Clémence de Tino. Je dois regarder les auditeurs. Tu fais ce que tu veux. Hé Clémence, regarde-moi. Ah oui, on est hyper chill sur cette émission. Ah bah nous, on est à la maison. On est vraiment à la maison. Comme je bois un café avec mes potes. Hein, donc vraiment, tu fais comme tu veux. Bah moi, c'est Clémence. J'ai 27 ans déjà. Et j'ai été Miss France et aussi Miss Guadeloupe en 2020. Et maintenant, on va dire que je me considère comme une entrepreneur. Enfin, c'est ce que je fais dans la vie et surtout dans la culture. Parce que c'est un peu c'est ma passion et c'est ce que j'ai envie de développer. Voilà la petite présentation. Ça a toujours été ta passion? Alors non, c'est devenu ma passion pendant mes études parce que j'ai fait des études J'ai eu un bac scientifique, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait une classe préparatoire et en fait je suis rentrée en licence à la Sorbonne en licence d'histoire il y a déjà longtemps et j'ai développé une passion pour l'histoire des gens, l'histoire des souvenirs. En fait, il y a quelque chose d'hyper émouvant et personnel quand tu étudies l'histoire, tu replonges dans les archives. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que nous, on a tendance à stigmatiser quand on vit dans le présent les générations d'avant en disant oh, ils étaient moins bien que nous, ils étaient moins développés, etc. On est plus avancé sur certaines choses, ce qui est réel. Mais quelque part, dans les sentiments humains, dans le rapport aux gens, à la famille, à l'amour, aux amis, il y a vraiment quelque chose de similaire qui revient de génération en génération, si tu veux. Et ça m'a touchée et c'est ce que j'ai envie un peu de partager aux gens, quoi. Et tu as créé ton podcast? Oui, alors j'ai créé mon média culturel sur les réseaux qui s'appelle Artéphile il y a un mois. Et d'ailleurs, franchement, toi, tu as lancé ton podcast, mais c'est un vrai challenge de lancer un podcast. Surtout aujourd'hui parce que ça y est, il y a déjà beaucoup d'ampleur sur les podcasts. C'est ça. Tu vois, c'est une, entre guillemets, mode qui a été lancée il y a un petit moment et il y a beaucoup de monde sur le marché. C'est vrai. Et donc, c'est pas facile d'avoir sa particularité. Moi, ce qui est plutôt difficile, c'est le sujet, parce que c'est un média culturel. Donc, tu vois, c'est pas forcément évident de capter les gens sur ces problématiques-là. Par exemple, il y a des épisodes qui ont très, très bien marché. Il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Et je trouve que c'est dur de te dire « Non, mais c'est pas grave. En fait, il faut que tu continues. » Donc là, pour l'instant, mon podcast, j'ai tourné la saison 1. Il faudrait que je commence à tourner la saison 2. Mais en tout cas, c'est super parce que ça me permet de me lancer à fond dans la culture et de me dire « Ok, là, j'ai un ancrage qui est concret. » Et c'est un peu mon bébé, j'ai l'impression de le façonner comme C'est trop bien. Oui, c'est trop bien d'avoir un podcast. C'est trop bien. Où est-ce qu'on peut le retrouver du coup, ton podcast? Alors, Artéphile, c'est disponible sur YouTube pour les longues vidéos, les longs formats. Et c'est bien sûr sur Instagram, ça s'appelle Artéphile avec un TH. Parce que le concept, alors toi, c'est avec ou sans sucre. Moi, c'est on boit le thé en parlant d'histoire. Donc Artéphile, on l'a. Bien sûr, ça va vite dans nos cerveaux. Bien sûr qu'on l'a. Donc voilà, on boit du thé. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que je me retrouve toujours à oublier de servir le thé à mon invité. Et après, je suis là, oh punaise, il faut que je serve le thé. C'est génial. Et là, je sers le thé, j'ai oublié de refiler, tu sais, la théière avant. Du coup, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de thé, c'est n'importe quoi. Et ça fait un peu des vidéos gags avec mes invités. Ouais, mais tu sais, et je crois que c'est ce qu'on aime et je crois que c'est ce que les gens aiment aussi, tu vois, la simplicité, le côté aussi hyper naturel des tournages. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression en tout cas qu'on laisse le parfait à la télé et que sur YouTube, on peut se permettre d'avoir un peu plus d'imparfait et c'est ce que les gens aiment aussi, avoir le backstage et avoir la vraie Clémence en face d'eux aussi, tu vois. Tu vois, être sur ton canapé. Mon vrai canapé. Ouais, ton vrai canapé, on se sent à l'aise et tout. Tu as dit un truc dans ta présentation, tu as dit déjà 27 ans. Est-ce que tu as peur du temps qui passe? Franchement, plus trop. Parce que oui, avant un peu avant.
En fait, tu sais, en fait, on vit dans une société, effectivement, on stigmatise tous les âges. C'est clair. 20, c'est voilà, tu commences ta vie. 25, c'est un peu la date butoir de ta jeunesse. Tu passes les 25, ça y est, il faut que tu t'achètes des crèmes anti-rides et tout. Et t'as quelqu'un et tu vas avoir un enfant non, mais et c'est pour quand? Et voilà, tu passes les 25, on te pose ces questions. 30, t'as l'impression d'être une personne âgée. Et en fait... moi, je suis vieille, hein, les gars, je suis en 32. C'est abusé, c'est cette pression sociale qu'on a. Complètement. Et quelque part, il y a 60 ans, 100 ans, 150 ans, c'était encore pire. À 18 ans, tu étais déjà, mariée, surtout pour les femmes, mariée et puis vieille, quoi. Enfin, tu étais considérée comme déjà assez avancée. Donc, on vit dans un monde spécial. Et moi, j'ai la chance d'avoir des parents. Ma mère, elle a fêté ses 60 ans cet été. Et en fait, quand je vois mes parents et leur rythme de vie et leur jeunesse qui transpire en eux, enfin, limite, ils ont une vie plus palpitante que mon petit frère et moi. Non, mais on rigole de ça parce qu'ils font des fêtes avec leurs amis, ils vivent. Et je me dis, en fait, ils sont sereins maintenant parce que mon frère et moi, on a fini nos études, on travaille. Et ils redécouvrent une jeunesse. Et quand je les vois, je me dis, mais en fait, il me reste tellement de belles choses à vivre. Et la jeunesse, c'est dans la tête. Et puis, c'est bien aussi de vieillir. Tu vois des gens que tu as connus à 10 ans, grandir avec toi, c'est des étapes, c'est... Ah non, moi je trouve, franchement, la pression que je me mettais peut-être il y a quelques années, maintenant je l'ai acceptée. Et même physiquement, bah écoute, je pense que la plus belle chose qu'on peut se faire à soi, c'est accepter ce qu'on est, ce qu'on sera et vivre avec, quoi. Moi j'adore vieillir. Ah ouais, c'est vrai. Et je le dis assez régulièrement, sans honte, le cap des 30 ans, donc toi tu l'as pas encore passé. Oui. J'ai beaucoup entendu, tu vas voir, 30 ans, ça fait un truc. C'était génial. J'ai adoré. Mais attends, tu parles comme si t'en avais... J'en ai 32, je vais sur mes 33. Ah bah ça va, t'es encore sur les 30, là, t'es au début. Je vais sur mes 33 et j'ai adoré avoir 30 ans. Mais tu sais, j'ai l'impression que même en tant que femme, c'est un âge où tu te sens beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que j'ai aimé avoir 30 ans. Il y a une vraie différence. C'est comme si t'étais un peu c'est pas un prime, mais t'arrives à une étape de ta vie, tu sais ce que tu veux. Oui, c'est exactement ça. Tu travailles, tu sais ce que tu ne veux pas et tu veux plus perdre de temps avec les choses un peu futiles. Et franchement, je me sens tellement mieux maintenant qu'il y a 5 ans, si tu veux. Moi aussi, je comprends très bien. Alors, on va refaire un petit peu ton parcours, mais avant ça, on va parler de ton enfance. Oups, c'est moi ça. Oh là là, désolée. Non, je suis pas sûre que ce soit toi aussi. Oui, on est vraiment chez toi. Hein. J'ai même pas mis mon mode avion. Tu sais, les téléphones qui sonnent, ça nous arrive à tous les épisodes. Vraiment, c'est pas grave. Clémence, ton enfance, elle ressemble à quoi? Moi, j'ai une enfance heureuse. J'ai une belle enfance et c'est vraiment la chance que j'ai. Je touche du bois parce que j'ai baigné dans un environnement plein d'amour. Après, voilà, la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des étapes comme tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai une grande famille. Je suis très proche de mes grands-parents, de mes cousins, de mes parents. Tu grandis où? J'ai grandi en Guadeloupe. Je suis née, grandie jusqu'à mon lycée. Je suis partie, j'avais 17 ans pour commencer mes études. Et voilà, la vie en Guadeloupe, c'est une belle vie. Hein. C'est vrai qu'il y a une différence avec la France hexagonale. Voilà, le week-end, on allait à la plage, c'est réel. Alors, il faut arrêter le cliché qu'on va en tongs à l'école avec des shorts de bain. Ce n'est pas vrai, sachez-le. Moi, j'allais à l'école en jean et limite, fallait quand même avoir une tenue à l'école. Tu ne pouvais pas arriver habillée n'importe comment, ça, c'est pas possible. Mais les week-ends sont des week-ends solaires. C'est vrai qu'avoir le soleil tout le temps comme ça, quotidiennement, t'es peut-être plus heureux. Le soleil joue beaucoup. Et puis, oui, moi, j'avais plein de passions. Enfin, j'ai testé plein de trucs. La danse, l'athlétisme, le piano. Enfin, j'ai un peu tout touché. Mais en fait, j'avais pas de réel talent, malheureusement. Non, mais c'est vrai. J'ai tenté beaucoup de choses, mais bon, sans trop de succès, quoi. Ah, vraiment, j'ai tout testé. La danse, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir testé plein de choses. Souple. En fait, j'arrivais pas à faire le grand écart à 8 ans, quoi. C'est drôle parce que à chaque fois que les gens pensent danse, ils pensent il faut être souple. Tu sais, je connais beaucoup de danseurs qui le sont pas. Ah ouais? Ouais, je te jure, vraiment. Et pourtant, ils sont excellents et ils transmettent plein d'autres émotions. Besoin pour ton corps et tout, tu vois, pour être... mais ça se travaille et c'est pas l'essentiel. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas l'essentiel. Bah, tu vois, peut-être que si j'étais tombée sur un prof de danse qui m'avait dit ça, j'aurais peut-être continué. Je pense qu'à l'époque, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les générations. Aujourd'hui, mais complètement, aujourd'hui, on est... Enfin, moi, je donne beaucoup de cours de danse.
quand je vois des petites danseuses pas souples, mais qui ont ce truc, je leur dis, mais continue en fait. Et je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de... Moi, on m'a cassé presque les 2 hanches, j'ai eu des tendinites au psoas, parce qu'on m'a défoncé les hanches pour devenir plus souple. Ah ouais. J'avais déjà 18 ans, donc... Mais ça doit pas être facile, hein, votre rapport au corps, parce que moi, je l'ai vu avec Miss France, mine de rien, 50 talons, 50 de scène, enfin... Je dirais pas que j'ai eu des stigmates, mais j'ai eu des douleurs qui sont apparues. Et je me dis que quand tu es danseur et que tu mets ou même un sportif, tu mets ton corps comme ça à rude épreuve quotidiennement. Ouais, mais on le fait tellement avec passion, si tu veux, que voilà, c'est vraiment un truc auquel on va pas penser. Donc donc piano, tu m'as dit piano? Non, j'invente. Piano, oui. Alors j'ai fait du piano pendant 10 ans, mais c'est pareil, j'étais douée pour apprendre une partition par cœur et retranscrire, mais j'avais pas forcément l'oreille musicale, donc j'étais pas capable d'improviser. Enfin, du moins, on m'a pas appris forcément à improviser. Mais t'aimais? Tu passais des bons moments? Beaucoup le piano, je partageais ça avec mon grand-père paternel qui lui jouait de la guitare. Et puis oui, tu vois, nous on a une culture qui est beaucoup tournée autour de la musique, autour des fêtes familiales. À Noël en Guadeloupe, c'est dingue. Moi, quand j'explique aux gens que je préfère aller en Guadeloupe qu'être ici, même si la neige c'est mignon et tout, ils comprennent pas. Ils me disent, mais Noël, on porte des gros pulls. Alors non, chez nous, Noël... il fait quelle température en Guadeloupe à Noël? Je sais pas, elle est peut-être un peu moins que 30, mais entre 28 et 30, 34. Bah oui, il fait chaud, quoi. Ouais. Après, moi, je sens la magie de Noël en Guadeloupe, parce que les gens peuvent pas comprendre. Je sens que le soleil se couche plus tôt. Enfin, je sais à quelle période on est lorsque je suis à Noël en Guadeloupe, quoi. Et quand tu étais toute jeune, tu avais un rêve de petite fille? Ah, j'en ai eu plein. Alors, mon rêve ultime, c'était d'être actrice. Ok. Quand j'étais au collège-lycée, j'avais même fait un stage au cours Florent à 16 ans, vacances à Paris. Donc, t'étais venue à Paris? Ah ouais, d'accord, ok, trop bien. J'avais fait ce stage et tout, j'avais fait un stage de théâtre. Mais en fait, j'avais l'impression que j'avais pas... tu sais, il fallait une espèce de souffrance en toi pour être un bon acteur. Enfin, c'était bizarre. Ouais. Et du coup, j'arrivais pas à me sentir dans le truc. Du coup, j'avais pas forcément poursuivi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me regardais des films, mais c'était des vieux films du genre Le Bon, la Brute et Le Truand. Ouais. Je regardais des Sergio Leone à 13 ans. Enfin, mais c'est parce que mon père, il avait cette passion. Et le premier film qui m'avait fait aimer le cinéma, c'est trop drôle, c'était Terminator 1. Mais parce que je l'ai vécu à travers le regard de mon papa. Okay. Et en fait, ça m'a passionnée. Et vraiment, j'ai eu cette passion jusqu'à mes peut-être 18-20 ans. Puis après, les études, le temps qui passe, t'es peut-être un peu moins impliquée. Mais c'est vrai que j'aimais trop écrire des scénarios dans ma tête. Et c'était un métier que t'aurais vraiment aimé faire ça? C'était un métier de rêve? Ouais, franchement, ouais. Mais quelque part, je crois qu'il y a un moment, la réalité m'a rattrapée. Et puis, j'ai dû faire un choix en me disant, OK, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'années d'études. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant? Et Miss France est arrivée comme ça. Je voulais le faire et OK, c'est pas du cinéma, mais j'avais quand même toujours un rapport à la scène, une envie en fait d'être sur scène. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de briller. Non, je trouve pas ça bizarre, moi, au contraire. Tu trouves pas ça bizarre? Non, parce que si t'aimes jouer un personnage, tu peux vouloir faire briller ton perso. Exactement. En fait, pas toi, mais le personnage que tu vas te créer. Et puis ensuite, en étant Miss France, c'est puis un personnage que vous jouez parce que vous ouvrez votre cœur. C'est ça. Mais je comprends la première démarche. Ah c'est gentil. C'est gentil parce que c'est toujours quelque chose d'un peu personnel et des fois, j'ai pas envie d'avoir l'air présomptueuse quand je le dis, mais effectivement, la scène, ça te permet de te transcender. Donc tu entres dans un autre personnage. Complètement. Et puis je voulais voir à quel point je pouvais pousser le perso pour arriver à un top, comme si j'étais un Pokémon, si tu veux. On a plusieurs stades. D'évolution. C'est vrai, exactement. J'évolue. Et je voulais voir à quel point je pouvais être un Pokémon stylé. Et je me suis surmotivée, j'ai donné tout ce que j'avais. Puis finalement, ça a porté ses fruits. Oui, ça a bien porté ses fruits. Tu as dit que tu voulais faire Miss France. Depuis quand Miss France était dans ta tête et dans ta famille aussi, peut-être? 6e, donc j'avais 10-11 ans. Et pourquoi? Je sais pas. Parce que j'avais une prof d'histoire qui m'avait dit en 6e, oui, elle m'appelait Miss Guadeloupe, c'était une petite mamie et tout. Oh. Mais j'avais 11 ans, enfin c'est trop drôle. J'avais d'autres profs qui m'avaient dit ça au collège. Et puis j'avais un physique un peu filiforme, donc tu vois, quelque part, j'avais regardé Miss France toute ma vie. Je me disais, bon, j'ai les critères, on va dire, de base, la taille, etc.
Et puis, non, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre. C'était un rendez-vous familial, l'élection de Miss France chez vous? Sauf que nous, c'est pas le soir comme vous. C'est à 15h, parce qu'on a 6 heures de moins. Et du coup, nous, c'était après-midi crêpes et goûter, pas raclette et le soir. Oui, nous, c'est vraiment, c'est exactement ça. Nous, c'est raclette ou pizza. Exactement. En réalité, on va pas se mentir. Nous, c'est les crêpes et les gâteaux. Il y avait toutes les sœurs de ma mère qui venaient. Et puis, on regardait. Et je me rappelle, à l'époque, pendant toutes les élections de Miss France, j'allais sortir des talons de la chambre de ma mère. Je me mettais à défiler. Je leur disais, OK, c'est parti. C'est drôle. Ouais. Moi, j'étais une vraie, enfin pas fan, mais moi, ça me faisait rêver Miss France. Et d'ailleurs, quand j'ai été élue, je me rappelle, je mettais le générique de Miss France et je disais à ma mère, enfin, élue Miss Guadeloupe, tu verras quand il y aura cette musique à la télé, ça voudra dire que je serai derrière l'écran. Alors justement, quand tu es élue Miss Guadeloupe, c'est quoi ton sentiment? Alors, beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement aussi, parce que la couronne qui a été le plus difficile à gagner, pas à gagner, mais l'expérience qui a été la plus difficile, c'était Miss Guadeloupe. Pourquoi? C'était la première. La première étape, je trouve que c'est toujours la plus difficile. Tu connais pas le milieu, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est quand même une compétition, parce que le concept de compétition qui est aussi lié au physique, mais en même temps, il y a plein d'autres paramètres. Tu sais, être toujours bien habillé, toujours à l'heure, toujours sympa, toujours jamais fatigué alors que tu dors pas. Enfin, c'était pas évident. J'avais des ampoules partout sur les pieds. Enfin, c'était horrible, c'était horrible. Vraiment, c'était une épreuve, Miss Guadeloupe. Et quand j'ai gagné, c'était... Parce que, tu vois, c'était chez moi aussi. Tout le monde me connaissait. Tu as la pression de ta région. Donc, tout ça, ça joue. Et ça n'a pas été une étape. Est-ce qu'avant Miss Guadeloupe, il y a une première... Non, c'est pas comme... parce que dans les régions de France, il y a la départementale. C'est ça. Non, on n'a pas... D'accord. Parce que nous, on est un département région. Oui. Donc, en fait, c'est juste un casting. Et après, l'aventure, elle dure un mois. Mais c'est un mois plein. C'est tous les jours. Pendant un mois, on se voit. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce mois? Alors, il y a beaucoup de... Donc, il y a les répétitions pour le show. Et attention, hein, c'est pas... C'est un vrai show chorégraphique. Ah, mais nous, on danse. C'est un Miss France, quoi, en fait. Ah oui, mais même le niveau de danse, il est élevé, parce que c'est les Outre-mer. Donc, nous, on a vraiment des chorégraphies avec des danses traditionnelles de chez nous, du gros cas, de la biguine, enfin, du hip-hop. Enfin, on fait tout. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. Mais je vous ai dit que j'étais pas souple. Pourquoi on nous fait ça? Vraiment, on avait la biguine, c'est une danse traditionnelle. Et tu sais, il y avait un éventail. Donc, en fait, on répétait. En plus, les danses des Antilles, c'est très... Tu sais, c'est des danses d'apparat. Donc, il faut vraiment... Les femmes, elles sont comme ça, hyper fières. Et du coup, il fallait qu'on s'entraîne à danser comme ça. Là, c'est jouer un personnage, du coup. Exactement. Aussi. Mais j'en pouvais plus. Je me disais, mais j'en ai marre de danser la vie. Mais alors, attends, mais c'est un mois de préparation. Mais c'est-à-dire que tu dois avoir un mois dans ton planning de disponible. Oui. Donc là, à ce moment-là, C'était l'été. D'accord. Parce qu'il y avait des filles qui travaillaient, c'était très compliqué pour elles. Et puis les études aussi, potentiellement. Oui. Ah non, mais c'est très compliqué. Vraiment, moi, comme c'était en plein mois de juillet, il n'y avait pas de souci. Mais effectivement, pour les autres, c'était pas évident. Miss Guadeloupe, l'élection, tu as quel âge? 22. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière, il me semble que tu es partie vivre un an à l'étranger. Je suis partie à Miami quand j'avais 17 ans, oui. D'accord. Pourquoi? Pour apprendre l'anglais. En fait, j'avais génial. Ouais, c'était dingue. J'avais un an d'avance. J'ai eu mon bac plus tôt, parce que je suis rentrée plus tôt. Et en fait, mes parents m'ont dit, bah écoute, tu sais pas ce que tu veux faire, va apprendre l'anglais à Miami. Vraiment une année de dingue. Surtout que moi, j'étais vraiment un bébé. Tu me lâchais comme ça à Miami Beach. J'étais là, oh là là. C'est incroyable. Et j'ai passé toute cette année à danser la salsa. C'était ma passion. Mais you are ready pour danser avec les stars. Bah oui, mais là, il faut m'appeler. Justement, j'attends que ça. Mais j'adorais la salsa. C'est vraiment une danse. Je me sentais libre. J'avais l'impression d'être un papillon quand je dansais la salsa. Donc attends, mais tu fais des études à Miami ou entre guillemets, simplement, tu vas pour apprendre la langue? C'est déjà pas mal. C'est comme ils disent en anglais, a gap year, où tu as vraiment des cours dans une école internationale le matin pour apprendre les bases de l'anglais, etc. Tu vis avec des colocs. Moi, je vivais avec une Portugaise, une Allemande et une Hollandaise. Wow, et après, ouais, ça c'était trop chouette. Ils sont encore mes copines d'ailleurs aujourd'hui. Oh, c'est trop bien. Ouais, on s'est vues, elles sont venues en Guadeloupe, je suis partie au Portugal, je suis partie en Allemagne, enfin on a fait plein de pays ensemble. Et en fait, à l'issue de ça, j'avais passé mon TOEFL, tu sais, le diplôme là qu'on te demande pour les écoles, et puis voilà. Et donc ensuite, tu vas venir vivre à Paris et tu vas aller à la Sorbonne? Non, je vais d'abord retourner en Guadeloupe, faire ma classe préparatoire littéraire, 2 ans, et après j'arrive en 3e année de licence à la Sorbonne. Donc, et ensuite, tu décides de repartir pour participer à Miss Guadeloupe? Alors non, je suis partie que l'été, parce que comme c'était que un mois d'aventure, en fait, j'ai fait mon année scolaire, enfin universitaire, et puis après, je suis rentrée l'été en Guadeloupe pour faire Miss Guadeloupe. Et là, ta première élection, t'es élue tout de suite? Oui. Ta famille doit être hyper fière?
Ouais, mais alors, tu sais que c'est dingue parce que c'est des souvenirs maintenant qui commencent à être un peu lointains. Il faudrait que j'écrive des mémoires, tu sais, pour pas oublier ces sensations. C'est fou comment ça passe vite, mais T'as vécu tellement de choses en même temps c'est ça. entre que... Et j'ai l'impression que j'oublie pas mal de petits détails et j'ai pas envie d'oublier ça. Mais du coup, oui, je deviens Miss Guadeloupe, c'est la folie, on est content, mais par contre, je suis fatiguée. Enfin, je me rappelle toujours de la fatigue dans toutes ces aventures parce que c'est quelque chose qui... ça fait partie du travail et il y a beaucoup trop de choses d'un coup. Les gens, les sollicitations, le Ça te fait peur statut, un peu ? l'euphorie. Ça me fait pas peur. Je pense que... De quoi j'ai peur à ce moment-là ? Parce que finalement, J'ai peur d'un de coup, quelque tu passes de l'anonymat à la célébrité en Guadeloupe. Tu dis, être Miss Guadeloupe, c'est être reconnue quand même. C'est vrai, mais ça m'a pas fait peur en devenant Miss Guadeloupe, Ok. ça m'a fait peur en devenant Miss France. Parce que là, comprends. c'était un autre level. Miss Guadeloupe, ça allait parce que, comme c'était chez moi, j'avais quand même l'impression de connaître mon environnement. Et de maîtriser, peut-être ? Exactement, un peu plus. Miss France, tu maîtrises rien. Rien du tout. Là, ça devient l'inconnu complet. Mais voilà, j'étais heureuse, j'avais envie de vivre cette expérience-là. Je me posais pas trop de questions. Par contre, j'étais déter. C'est-à-dire que quand j'ai gagné Miss Guadeloupe, et même bien avant de participer, je voulais être au max. Donc, forcément, préparation à fond, le sport, la nutrition, le discours, le mindset, tout doit être prêt. Pour n'avoir aucun regret. Pour n'avoir aucun regret. Et donc, tu arrives à l'élection de Miss France. Vous avez combien de temps de préparation ? 3 semaines, 1 mois ? Combien de temps vous partez en voyage ? C'est 1 mois de voyage. C'était où ton année ? C'était à Tahiti. Parce que c'était Val qui était Miss France. Ah, c'était trop bien. Ah, c'était incroyable. Surtout que j'ai gagné le voyage ensuite. Ah, waouh. Donc là, 1 mois à Tahiti, mais... Ah non, c'était pas 1 mois, c'était 10 jours. 10 jours, ok. En fait, tu as le début à Paris qui dure peut-être 3-4 jours. Ensuite, on part une dizaine de jours. Ouais. Et ensuite, on revient et on va dans la ville qui accueille l'élection. Et on reste 2 semaines là-bas jusqu'à l'élection. Pour préparer le show. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, moi je suis hyper intriguée, qu'est-ce que vous faites en fait de vos journées pendant la prépa ? On fait tellement de choses. Enfin, on fait beaucoup de choses sans en faire trop. C'est-à-dire qu'une journée type, pendant le voyage Miss France, tu te réveilles à, je pense, 5h30, 6h. Non mais attends, mais c'est... Pourquoi ? Parce que tu as le HMC. En fait, il faut aussi imaginer qu'on est 30 filles. C'est pas à la carte. Il faut on est divisé en plusieurs groupes. On est 3 groupes de 10. Donc, il faut qu'on suive un peu le rythme de notre groupe. On ne fait pas tout ensemble parce que typiquement, on va aller à Tahiti. On va dire il y a 3 activités le matin. Chaque groupe de 10 va faire une activité. Donc ça, c'est cool. À part quand tu vois qu'il y en a d'autres qui ont fait vraiment des trucs ultra stylés. Moi aussi, je veux le faire. Voilà, c'est ça. Mais bon, tu peux pas choisir. Et vous êtes toujours le même groupe ou alors vous changez quand même si c'est 10 filles ? Pendant le voyage dans le pays d'accueil, si tu veux, on reste le même groupe. Ah d'accord, donc vous avez forcément plus d'affinité avec ces 10 filles-là. On a plus d'affinité, mais par contre, parfois, c'est pas forcément ta coloc qui est dans ton groupe. Donc en fait, tu vis pas au rythme de ta coloc et c'est hyper compliqué parce que des fois, t'as ta coloc qui se réveille à 5h30, l'autre qui peut se réveiller à 7h. Donc C'était qui ta coloc, toi ? C'était ma Miss Guyane. Ok. Mais on s'entendait bien, mais on n'était pas plus proches que ça. Après, voilà, c'est des affinités. Comme dans la vie, tu sais. Exactement, et on n'était pas trop proches. Mais bon, après, c'est pas grave, elle était gentille, ça se passait bien. Mais tu vois, typiquement, je suis quelqu'un... Quand je suis pas chez moi, j'ai du mal à dormir. Et ça, c'est horrible à Miss France parce que je dormais pas. Je mettais 2-3 heures à m'endormir. Sauf que quand ta nuit, elle va durer 6 déjà, heures... elle dure que 5 heures. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que... Tu vas pas aller loin comme ça. Donc ça, c'était vraiment trop difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment pendant la préparation, ce mois de préparation de Miss France, où tu te dis, sans prétention aucune, mais où tu te dis, je pense que j'ai toutes mes chances d'y arriver ? Alors oui, j'ai commencé à penser ça quand on a fini... En fait, il faut diviser le voyage en 2 parties. Okay. La partie mise en valeur du pays, où on nous voit, on fait les photos, etc. Donc, c'est la partie fun. Et il y a la partie où on est beaucoup plus isolé, où on n'a plus de presse qui nous suit, etc. Des répétitions. Et quand on arrivait en répétition, moi, je savais sur la scène, j'étais assez bonne. Ouais. J'avais aussi gagné le test de culture générale, donc ça m'avait donné une espèce de spotlight, mais sympa. Tu vois, j'étais un peu la intelligente de la promo, donc c'est toujours ça de prix en fait. Est-ce que vous gagnez une place particulière quand vous gagnez ce test de culture générale, ça veut dire quelque chose j'ai ou pas une qualification d'emblée dans le top 15. Il n'y a pas le top 15 directement, mais c'est toujours mieux de l'avoir. Après, c'est toujours mieux, mais il y en a qui l'ont gagné et qui n'ont pas fait top 15. D'accord, ok. Tu vois, c'est bon à savoir ça. Okay. Non, mais c'est pas un accès direct au top 15. D'accord, il n'y a pas d'accès direct, je crois. D'accord. Non, tu gagnes rien qui te permet. C'est juste de la visibilité, mais c'est bien, c'est toujours ça. À Miss France, on a besoin
vraiment de te voir, surtout quand t'as la presse et tout. Moi, j'avais mon coup de projecteur. Et puis après, il se passe quoi? Là, on arrive en répétition, plus de caméra, donc plus cette pression. Parce que ça, c'est dur. Hein. Tu l'as mal vécu, là, le fait d'avoir toujours des caméras Ouais, sur c'était toi? épuisant. En fait, ce qui était épuisant, c'est l'impression... Tu sais, moi, je me suis pas le genre à me battre pour les choses que j'estime qui sont sans intérêt. Mais d'autres le font parce que justement, tu te dis que plus la presse va te mettre en avant, va dire « Oh, elle est favorite et tout », plus t'as des chances de gagner. Ce qui en soi est peut-être vrai. Mais moi, j'avais une autre stratégie. Je me disais, j'ai pas envie de me battre pour ça. Enfin, pousser. Parce qu'il y en a, elles poussent, elles veulent toujours être devant. Prendre trop de la lumière. Prendre trop la lumière, quoi. Et les filles deviennent jalouses de celles qui sont mises en valeur. Donc, tu vois, ça crée des mauvaises ondes. Faut faire attention à ça. Et moi, j'étais là, bon, de toute façon, je sais que je suis pas la favorite. Je vais pas me battre pour être devant. Ça sert à rien. Qui était la favorite, à ton sens, ton année? C'était sûr, il y avait ma Miss Provence qui est ma première dauphine. Qui était qui, pardon? Lou Rua. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. En plus, c'était sa région. Il y avait ma Miss Bourgogne qui est aussi mon amie, Sophie Diry, qui est oui, ma troisième je vois très bien. Est-ce que sa sœur n'est pas Miss Bourgogne cette année? C'est ça. Non mais waouh, tu connais bien. Mais vous savez, ceux qui regardent Avec ou sans sucre depuis un moment, que c'est mon émission préférée au monde, Miss France. Ah bah c'est bien. Donc oui. Donc du coup, c'est pour ça que je te pose quelques questions. Comme ça, En plus, je l'aime trop, la petite sœur de Sophie. Je suis vraiment trop contente pour les deux. En Bourgogne, c'est des histoires de sœurs. Il y a Marine et Louane, c'est abusé, c'est fou. Et du coup, oui, il y avait les favorites. Il y avait aussi ma Miss Nord-Pas-de-Calais, qui n'a pas été classée d'ailleurs, qui était aussi favorite. Donc, tu sais que les filles, en fait, c'est un rapport. Être favorite, c'est pas forcément un avantage. C'est un avantage public. Mais en interne, c'est beaucoup plus de pression. Et ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, je ne sais même plus pourquoi. Non, parce que je te posais la question si tu as senti qu'à un moment donné, ça pouvait être toi. Alors voilà, l'aventure arrive et là, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais j'étais la meilleure sur scène. Bien sûr. En fait, par exemple, on me disait toujours « Oh, Guadeloupe, elle se débrouille hyper bien ». Donc là, je savais que quand tu te débrouilles bien sur scène, c'est du temps d'écran que tu as en plus. Enfin, il y a des petites choses comme ça. C'est important d'être à l'aise. Exactement. Vous avez aussi, pas que bien évidemment, mais aussi un rôle de représentation. C'est ça. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en représentation, ça va être compliqué pendant votre année. Il y a des Miss France qui n'étaient pas à l'aise sur scène et qui sont quand même devenues Miss France, mais elles ont des tempéraments beaucoup plus timides, tu vois. Enfin, on est vraiment chacune hyper différente. C'est pour ça les gens, ils comprennent pas qu'on est chaque année élus, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'on n'est pas pareil physiquement, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même région, il n'y a rien qui va. En fait, moi, il y a une seule chose que je regrette, alors c'est vraiment un grand mot. J'adorerais vous connaître un peu plus avant l'élection. Parce que votre portrait, bon, on apprend les bases sur vous. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est OK. On n'a pas une émission qui dure 15 heures. Non, c'est vrai. Mais j'aimerais trop que vous puissiez donner des interviews comme on est en train de faire là, avant Miss France. Oui. Juste répondre à quelques questions pour qu'on puisse connaître déjà un petit peu potentiellement celle qui pourrait nous représenter à l'année. C'est vrai que vous avez pas vous nous connaissez pas humainement. Vous nous voyez à l'écran le soir de Miss France, mais vous ne. Et c'est là où justement nous on a cette espèce de pression d'être nous-mêmes dans un laps de temps très court et de séduire les Français sincèrement. Mais tu peux y arriver. Je pense que celle qui gagne, c'est que quelque part elle a dû toucher les Français d'une manière ou d'une autre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Vois Après, il faudrait faire du cas par cas. Il faudrait que tu ailles voir toutes les interviews de chaque région de France pour pouvoir découvrir les filles. Sinon, on peut se faire dans Avec ou sans sucre un spécial. Ah bah ouais, avant... Non mais je viens d'y penser. Un spécial avant Miss France pour avoir quelques petites interviews avec les Miss. Des 30. Mais ouais. Ah, il faut 2 jours de tournage. Il n'y a pas de problème. Mais non, mais j'aime tellement cette émission que je crois que j'aime... Moi, ce qui me manque personnellement en tant que téléspectatrice, c'est apprendre un petit peu plus sur l'humain. Parce que j'aime tellement l'humain que... Bon, on va creuser. Creusons ce sujet. Est-ce que tu as eu peur du discours? Justement, ce moment un peu fatidique où on a hâte. J'ai jamais eu peur de parler en public. Okay. Mais depuis toute ma vie, en fait. Okay. Quand j'étais au collège, j'avais animé le bal de mon collège. Oh, j'adore. J'ai toujours été comme ça. Et c'est pour ça que je disais aux filles, alors, que tu aies ton discours, les grandes lignes, si tu veux, mais que tu apprennes du par cœur, moi, je ne conseille pas. Parce que si tu te plantes vraiment. Après, tu sais plus où t'en es dans ton texte. Tu sais plus où t'en es. Il y en a toujours qui ça part un peu en vrai. Je te jure, quand ça arrive, je fais non, la pauvre. Il y en a de moins en moins qu'à l'époque. Moi, je trouve que quand même les filles aujourd'hui, ce sont des machines. Mais elles sont impressionnantes. Vous êtes incroyables. Ah non, mais limite ma génération n'était
plus spontané. Maintenant, les filles, elles sont prêtes, quoi. C'est des femmes, elles savent ce qu'elles veulent dire, elles savent comment l'articuler. Enfin, c'est impressionnant. Et puis, tu peux pas leur couper la parole, il y en a plein. Quand il y a Jean-Pierre qui essaye de couper elle est là, elle continue à parler. Non, mais c'est mon moment, je veux briller. Laisse-moi tranquille, Jean-Pierre. C'est ouf. C'est dingue de voir à quel point je suis d'accord. C'est générationnel. Ce sont des filles sûres d'elles, des femmes, elles savent ce qu'elles veulent. Et, Ouais, je te rejoins complètement. Quand tu es élue Miss France, quand t'entends que la Miss France restera, t'entends pas J'entends rien. Bah, franchement, j'ai aucun souvenir. T'entends rien parce qu'il y a beaucoup de bruit ou t'entends rien parce que t'es dans ton monde et t'es concentrée? J'ai l'impression que je passe en mode avion. Blackout complet, impossible. En fait, les seuls souvenirs que j'ai, c'est les images de TF1. Je peux pas avoir de souvenirs en interne. À part le fait que j'ai demandé à ma Miss Province, j'ai dit ça va, mais je le vois à l'écran. Je me rappelle que de ça, mais sinon, j'ai pas entendu le Guadeloupe. Je sais pas ce qui se passe. C'est hyper frustrant, hein, parce que c'est des souvenirs que j'aurais aimé, qui sont certainement en moi, mais que je pourrais jamais retrouver, quoi. C'est un choc. C'est un choc. Et en fait, ton cerveau, je pense qu'il passe en pilote automatique directement pour te protéger un petit peu parce que là... Et tu te souviens ou c'est que les images TF1 qui te rappellent quand tu fais ton avancée, que tu salues ton public, que tu as le bouquet, que tout ça, tu t'en souviens plus? Rien. Ah, c'est ouf. C'est triste un peu. Hein. Moi, t'es pas la seule. Hein. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup de Miss. Ouais, et qui te disent la même chose. Vous avez un blackout à ce moment-là. On a un blackout complet et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Hein, mais ouais. Est-ce que on vous voit à la télé le lendemain de l'élection Miss France, on vous voit partout, on vous voit dans tous les journaux. Ouais, ça, c'est fou. Vous faites une trentaine de plateaux télé, de shooting photo en une journée. Ouais, c'est un truc de fou. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis Miss Guadeloupe, j'étais crevée, mais alors là, je ne suis pas prête. Très honnêtement, il m'est arrivé une anecdote. Je ne sais pas si les filles t'en ont parlé, mais notre première journée, elle est compliquée. C'est une journée, on ne dort pas de la nuit. En fait, tu as un maquilleur qui est là. Moi, je me rappelle, vu que j'étais à Marseille, Arnaud, il arrivait à 6h du matin. Et en fait, à 7h30, il y avait déjà tout un tas de monde dans ma chambre. C'était même pas ma chambre, quoi. Ouais. C'était une suite, mais c'était pas ma chambre. Ouais. J'ai enchaîné les interviews et en fait, ils m'ont fait faire un shooting photo sur une espèce de voilier artisanal de Provence et avec un marin dessus, mais un marin aussi très, très local, si tu veux. Et en fait, c'était un vieux bateau et on m'a fait me mettre en maillot de bain en décembre 14 décembre sur l'eau de Marseille qui est comme ça. Et j'avais pas mangé, ou j'avais vite mangé avant le bateau et en fait, j'ai vomi dans un cabas de pêcheurs. Enfin, c'était n'importe quoi. Et bonne année de règne. Non, mais c'est ça. Et c'est pour te montrer, là, je me suis dit, mais punaise, si c'est comme ça toute l'année, quand même... Ça commence mal, les 365 jours. Oui, ça va être long. Ça va être vraiment difficile, je l'avais pensé. Mais bon, après, c'est surtout les débuts qui sont... Ouais, bien sûr. À quel moment tu réalises que c'est toi la Miss France? Tu mets un petit peu de temps, tu mets quelques mois? En fait, je me rappelle quand je suis arrivée, donc le soir, le lendemain de mon élection, dans l'appart Miss France, je suis allée me coucher. En fait, il y avait des draps où c'était marqué Miss France, des oreillers. Et du coup, je me dis, je suis en train de dormir dans le lit de genre Marie l'Orphelin, Flora Coquerel, et je me disais, waouh, c'est un truc de fou. Mais au fur et à mesure, tu réalises sans réaliser. Je pense que c'est peut-être un an après que j'étais en accord avec cette nouvelle position de personnalité publique, de Miss France, etc. Et même, tu te rends pas compte comment professionnellement aussi tu apprends, en fait. Tu gères les tournages, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment mettre un micro, tu sais comment prendre la parole. Et je pense qu'il y a aussi une dimension professionnelle avec Miss France au-delà du côté symbolique que tu dois aussi prendre en compte. Et quand les deux, on va dire, sont en accord, là, tu réalises vraiment. Donc, ton année Miss France se passe... de manière étrange, puisque c'est le Covid. Oui, c'était une année bizarre. Tu n'as pas la possibilité, finalement, de faire, entre guillemets, la même année. Personne ne fait la même année. Mais alors, toi, particulièrement, tu as une année complètement différente de tes autres collègues qui ont elles, été Miss France. C'est frustrant, j'imagine. Franchement, c'est le mot exact. Frustrant. Et d'ailleurs... Si je suis très honnête avec toi, ce que j'ai raté pendant mon année, c'est d'exprimer cette frustration. Parce que pendant mon année, je me disais toujours, c'est pas grave, c'est la vie, c'est pas grave, c'est la vie, c'est pas grave, c'est la vie. Et en fait, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu le Covid, il y a eu l'incendie, il y a eu déjà le poids d'être Miss France, parce que
c'est difficile pour nous, hein, le fait d'être critiqué, le fait de ne pas plaire à tout le monde, enfin, c'est spécial. Mais après, oui, on l'a voulu, mais c'est pas une raison parce Alors, que... on n'a pas voulu être critiqué. On n'a pas Vous voulu être n'avez pas critiqué. voulu être critiqué. Et tu comprends pas, les gens, ils sont pas contents alors que tu as gagné. Enfin, on a l'impression que tu as volé une couronne, mais non, en fait, on te l'a posée sur la tête. Ça fait mal au cœur, ça. Ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur à encaisser. Et donc, il fallait s'habituer à ça. En même temps, il faut que tu dises non, mais les gens, il faut qu'ils m'aiment. Donc, tu redoubles d'efforts pour être sympa, pour être belle, pour être au max tout le temps. Sauf que pareil, bah, tu dors pas, t'es épuisée émotionnellement, ta famille te manque, tu as un rythme, tu t'arrêtes jamais. Enfin, c'est spécial, mais c'est vrai que mon année, à cause du Covid, donc de ça, de l'incendie, du côté incertain du Covid, toute l'année, c'était OK, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Pour ceux qui sont pas au courant, l'incendie, effectivement, c'est parce que dans l'appartement Miss France que toutes les Miss occupent chaque année, il y a eu un incendie pendant ton règne à toi. Exactement, donc sauvée par les pompiers à 1h du matin, histoire de dingue. Voilà, j'ai pas été traumatisée, à part, c'est vrai que quand j'entends des sirènes ou que je sens un peu le cramer, ça me rappelle ces souvenirs-là, mais ça va. J'ai pas été blessée, il y a quelqu'un qui a perdu la vie pendant cet incendie, ce qui m'est pas arrivé, heureusement. Mais voilà, c'était une expérience et du coup, beaucoup de frustration, beaucoup de résilience, mais trop de résilience, ce qui fait qu'en 2021, l'année d'après, qui est aussi une année spéciale, l'année d'après où tu n'es plus Miss France, mais tu es toujours un peu Miss France, bah là, j'ai explosé, on va dire personnellement, et heureusement que j'ai eu mes proches qui étaient là pour m'accompagner, pour m'apaiser, parce que c'était vraiment une année difficile. Ça veut dire quoi, exploser personnellement? Très triste? Ouais, colère, frustration, c'est vraiment pas des bons sentiments. Et puis tu te dis, oh, t'es un peu jalouse, tu te dis, ouais, pourquoi il y en a qui ont une belle année et moi j'ai eu une année nulle. Toi, t'as vraiment eu l'année la plus étrange. Ok, Inès. Non, mais en fait, c'est une année... Et c'est pas l'année la plus nulle, parce que je pense que t'as vécu des choses que personne... Ouais, mais à quel prix? Tu vois, c'est ce que je me disais. Est-ce que j'aurais aimé changer cette année? On va dire oui et non. Il y a des choses que j'aurais aimé qui ne se soient pas passées. Le Covid, l'incendie, ça c'était de trop. Mais effectivement, ça m'a forgée. Je pense que j'étais la Miss France qu'il fallait aussi pour cette année parce que il faut des personnalités pour pouvoir gérer ça. Je pense qu'il y en a, elles auraient lâché prise. Tu peux plus à un moment, tu dis non mais j'ai pas de maison, laissez-moi tranquille, je veux pas travailler, etc. Et moi j'ai continué à être, on va dire, motivée. Mais oui, c'est comme ça. Après ton année donc Miss France, tu lâches l'appartement et tu vas où? Tu restes sur Paris ou tu Je reste sur Paris. Paris, c'est ma ville. Mon père, il me dit toujours, non mais toi, t'es une Parisienne, t'es une citadine. Il me dit, je te vois jamais aller vivre dans la campagne. Et je l'ai pris personnellement. Je lui ai dit, mais papa, c'est pas cool. Je viens du Nil, j'aime la nature. Il me dit, oui, t'aimes la nature. Tu t'es pas dit une seule seconde, je vais retourner vivre en Guadeloupe? Alors, maintenant que ça fait 7 ans que je suis partie, cette idée commence à revenir parce que ma famille me manque. Je vois mes parents qui vieillissent, mes grands-parents qui vieillissent. Je sais que mon frère, lui, va rentrer dans quelques années. Il est encore en France. Et mes amis sont rentrés parce que, tu sais, c'est un cycle. Nous, les Antillais, on part à 18 ans. Puis quand on a fini nos études, il y en a qui restent, il y en a qui repartent. Mais majoritairement, mes amis sont rentrés. Et je me dis, quand il n'y aura plus personne de mon enfance à Paris, je sais pas, je serais peut-être un peu triste. Et puis, un jour, j'espère avoir des enfants. J'ai envie que mes enfants ils puissent connaître l'enfance que j'ai eue, une enfance au soleil. J'ai pas envie qu'ils puissent dire je suis d'origine guadeloupéenne parce que ma mère... non, j'ai envie qu'ils puissent connaître cette culture-là. Et puis tu as eu une si belle enfance, tu gardes des si bons souvenirs que tu veux le transmettre aussi. Exactement. On va parler juste un petit instant de Miss Univers. Oui. Parce que tu as eu la chance de représenter la France. On a eu en fait, c'est plutôt nous qui avons eu la chance d'avoir Clémence qui représente la France à ce beau concours. Quand tu arrives, tu es testée positive au Covid. Non mais là-bas. Alors ça, c'était vraiment le truc de trop. Je me suis dit, mais l'univers veut me mettre Pourtant, j'imagine que tu as fait attention. Bah, c'est surtout que j'avais jamais eu le Covid. En fait, toute l'année de Miss France, je faisais des séances de dédicaces, certes masquées, mais quand même, je voyais des gens tout le temps. Le Covid a attendu la veille de mon départ pour entrer dans mon sang et se dire, c'est maintenant que tu l'auras. Et d'ailleurs, cette expérience, alors quand je l'ai su, je me rappelle très bien, et j'étais malade comme un chien. Du coup, c'était même pas une surprise parce que j'étais dans un état pathétique. J'étais très, très malade en partant, fatiguée et malade. Et en fait, on devait être mis en quarantaine pendant 24 heures pour pouvoir justement attendre les résultats parce qu'on était toutes testées à l'aéroport. Je vous jure, vers 10 heures, j'ai senti en moi qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles,
c'est bizarre. Et en fait, là, il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit Clémence. Et à sa voix, je savais ce qui se passait. Et là, il me dit que j'ai le Covid. Je suis en Israël, je connais personne. Je sais pas ce que je vais devenir, en fait. Je dois partir. Les pompiers viennent me chercher le soir. Ils m'emmènent dans une chambre d'hôtel toute seule, dans une espèce d'hôtel affecté pour les gens malades du Covid. Il y avait beaucoup de Miss qui arrivaient pour Miss Univers qui étaient testées positives. On était toutes testées. Il y avait un seul pays qui avait le Covid, c'était la France. Ah, c'est pas vrai. J'étais la seule. La seule. Et donc, du coup, ça se passe comment ces 10 jours pour toi? Les 3 premiers jours, gouffre le plus profond dans lequel j'ai été sur un laps de temps court, très triste, très en colère, énervée, frustrée, tout ce que tu veux. Mais quelque part, au bout de ces quelques jours, je me rends compte qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme si la boucle était bouclée. Ça sert à rien d'essayer de trouver du sens à tout. Tu sais, quand tu te dis « Oh, il m'arrive des merdes », ça veut dire que l'avenir est encore plus joyeux. Oui et non. C'est-à-dire que tu peux toujours avoir des étapes et il faut les accepter, ça s'appelle la vie. Donc moi, je me suis dit, bon, j'ai eu le Covid, et bah, tu sais quoi, je vais me focaliser sur le fait que je peux retourner à Miss Univers après mes 10 jours, même si je vais arriver la veille de l'élection. Je vais tout donner, je vais vivre le truc à fond, j'avais plus rien à perdre. Et en fait, c'est un peu ce mindset que j'ai adopté, ça m'a permis de me classer à Miss Univers. Non, mais ça, c'est incroyable, t'imagines. Ouais. T'es mise 10 jours en quarantaine et finalement, t'es quand même classée à Miss Univers. De ouf, j'ai fait un top 10. C'est dingue. Les filles, elles ont dû me détester. Je disais, les pauvres, tu vois les 80 filles, tu retournes dans les coulisses, tu vois le mascara qui est tout sec parce que, en fait, elles n'ont pas été classées parce que tu commences l'élection, tu as top 80, enfin, on est 80 ou 90. Et tu passes de 90 filles à 15, ensuite de 15 à 10, de 10 à 5, et puis la gagnante, quoi. Et est-ce que tu t'es dit en arrivant la veille de l'élection, c'est mort pour moi? Ou alors, tu avais toujours cette petite flamme qui brillait en toi et tu t'es dit, je peux encore y arriver? Franchement, j'ai toujours eu ma petite flamme. Je suis quelqu'un, je me laisse pas abattre, j'aime pas écouter les gens, je suis très têtue, je me fais confiance, je ne me fais confiance qu'à moi-même, enfin pas qu'à moi-même, j'ai quand même des gens que j'écoute. T'écoutes les gens, mais quand même, Mais je m'écoute moins. T'as confiance en ton instinct. C'est ça, et j'ai confiance aussi en mes capacités. C'est important de savoir se jauger dans la vie, se dire ok, ça c'est fait pour moi, ça c'est pas fait pour moi. J'ai eu des échecs, j'ai testé des choses qui m'ont montré que c'était pas forcément la voie que je devais prendre. Mais dans ce secteur-là, le secteur des Miss, le secteur de la scène, je savais que quand si tu veux, tu me donnais la robe, le make-up, l'assurance, la scène, en fait, il se passe des choses. Go girl, j'y vais. Exactement. Donc, je me faisais confiance. Et je me rappelle, dans les coulisses, pendant l'élection, je suis allée voir, pendant les préliminaires, mes images sur YouTube, entre deux passages. Et je me disais, waouh, mais c'est qui cette femme et tout, c'était le personnage dingue. justement que tu voyais, t'étais fière de ça. Ah ouais, je me disais, mais c'est dingue. Là, j'étais un Pokémon, j'étais Optimus Prime dans Transformers, c'était un truc de fou. Je me disais, waouh, qui est cette femme? Alors Miss Guadeloupe, après Miss France, t'as participé à Miss Univers. Là, finalement, ça y est. C'est cette étape de Miss est terminée. Mais non, il y a eu Miss Monde. Bah tu fais Miss Monde après, c'est vrai. Cette année. Miss Monde, Et d'ailleurs, Miss Monde, alors je dirais pas que ça a été le concours de trop, mais c'était beaucoup trop long, le processus. Ah, ok. Parce que je l'ai fait en 2024, tu avais déjà 4 Miss France après moi. Et en fait, j'étais plus en accord avec le statut des Miss. J'avais plus envie d'incarner ça. Ce qui fait que j'étais contente d'y aller parce que ça me permettait de clôturer vraiment, de me dire j'ai tout fait. Au final. Mais ça a duré trop longtemps parce que le concours a été repoussé. Et en fait, ça me frustrait. J'avais l'impression d'être un yo-yo, tu sais, hop, mode Miss. Ah bah non, c'est repoussé de 6 mois. Ah ok, bon bah je me remets en pause. Mode Miss à nouveau. Et c'était ça pendant 1 an et demi. Et ça, c'était hyper frustrant aussi. Et quand Miss Monde se termine, tu te dis, point final, ah ouais. J'ai fait ce qu'il fallait, je suis fière de moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Exactement. Maintenant, on va écrire une nouvelle histoire. Exactement. C'est quoi ta nouvelle histoire aujourd'hui? Ma nouvelle histoire, je l'écris encore. Mais c'est vrai que comme je te disais, la culture, c'est ma vocation. C'est ce que j'ai envie de faire. Après, c'est difficile quand tu as plusieurs étiquettes. Je pense que toi, tu le sais avec ton métier, avec tout ce que tu fais. J'ai été Miss France, j'aime la scène, j'ai cette espèce d'étiquette de personnalité publique. Mais en même temps, j'aime la culture, j'aime l'intellect. Donc parfois, même moi, je ne sais pas trop comment me présenter aux gens parce que c'est compliqué. Je suis difficile à suivre et j'en ai conscience. J'ai pas envie de renoncer complètement à ce que j'ai été. Mais j'ai aussi envie d'incarner autre chose et je me demande toujours si c'est compatible ou si les gens vont aimer, si moi-même je vais y arriver, je vais pas être saoulée de l'un ou de l'autre. T'as beaucoup de doutes? En ce moment, ouais. Mais je vois à quel point, par exemple, mon média Arte Film a fait du bien. Et je me rappelle, avant de le lancer, je me disais, mais non, mais les gens, ils vont me voir
d'une autre manière, enfin, parce que je suis vraiment moi-même sur mon média, tu vois, j'interviewe des gens, je rigole avec eux. Enfin, mes proches m'ont dit, c'est toi. C'est le plus beau compliment. C'est vrai. Donc ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, bah tu sais quoi, si ça te fait plaisir, en fait, plus ça te fera plaisir, plus les gens vont aimer. Et puis si les gens, ils aiment pas, en fait, c'est pas grave, c'est ta vie. Et ça, c'est difficile dans cette société des réseaux sociaux je trouve, de lutter contre ça, cette idée que tu as besoin de l'approbation des gens pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est hyper frustrant. Mais peut-être aussi quand on sort d'une élection comme Miss France, où on a envie que tous les Français nous aiment et que tous les Français aussi nous acceptent. Enfin, je dis nous comme si j'avais été Miss France. Mais t'aurais pu, hein. Mais qui suis-je, en fait? Je n'ai pas du tout, je suis en 1m63. Oui, mais ça, c'est... en 1952, t'aurais pu, voilà. Mais c'est parce que j'aime tellement cette émission que j'ai l'impression que j'ai été élue Miss Dunkerque. Ah bah, t'aurais pu, mais franchement. je peux comprendre cette frustration que tu vis et c'est très juste. J'ai aussi cette impression qu'en France, on a tendance à nous mettre dans des cases. Clémence Bottineau a été Miss France. Oui, mais bon, aujourd'hui, elle a le droit de faire d'autres choses. Et aujourd'hui, elle a le droit d'aimer d'autres choses. C'est clair. Et c'est pas grave si on ne comprend pas tout de suite, mais si je puis me permettre, ne lâche pas tes rêves et ne lâche pas tes envies. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin de profondeur, j'ai besoin de... tu peux pas me dire, fais quelque chose et sois dans cet axe-là, c'est impossible pour moi. T'aimes pas quand on te met dans une case? Pas du tout. Ouais. Moi, je me mets dans ma case. C'est ma case, ma petite boule, ma petite sphère, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas que les gens puissent interférer, ça sert à rien. Et puis peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie d'être fleuriste, j'aurais envie de... Je sais pas, moi. Et c'est OK? Bah, de ouf. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui? Ce qui me rend la plus heureuse? Aujourd'hui, je sais pas. C'est une bonne question. Ben, ce qui me rend le plus heureuse en ce moment, c'est que je trouve que je suis en accord avec moi-même. Je suis en paix. Alors, forcément, on a tous nos hauts et nos bas, mais je le vois par rapport à il y a 5 ans, même 4 ans, avant de terminer avec les concours, j'avais une boule au ventre qui était toujours là. Tu sais, c'est bête, hein, les douleurs que tu as. Par exemple, j'avais tout le temps mal au dos, la nuit. Répond, hein. Ah, mais c'est un truc de dingue. Et j'allais voir des kinés qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais ces douleurs-là. Et en fait, depuis que ça s'est terminé, là, depuis quelques mois, toutes ces douleurs, elles ont disparu. Et c'est là où tu te dis, waouh, la pression psychologique que tu te mets, elle influe sur tout. Et quand tu décides d'être en paix avec toi-même, d'accepter ce qui ne va pas chez toi, d'accepter ce qui va, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ben, tu te sens mieux. Et ça me rend heureuse de me dire que je me réveille le matin, je suis beaucoup plus apaisée que je l'étais il y a quelques années, quoi. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut tous te souhaiter pour la suite? Alors là, ce que vous pouvez me souhaiter concrètement, c'est de pouvoir travailler dans la culture de manière quotidienne. Ça, c'est vraiment un objectif. Et tu as un environnement particulier là en tête? Peut-être les institutions ou les grands organismes internationaux autour de la culture, comme par exemple à l'UNESCO ou ce genre de choses. C'est un peu mon goal. Et puis après, voilà, que Artéphile aussi fasse son chemin. Bien sûr, allez bien évidemment vous abonner sur YouTube. Nous, on va le faire. Vous allez voir que la page d'Avec ou sans sucre va aller s'abonner. Eh bien, on va terminer avec un petit oracle des anges. C'est un message. Les anges vont t'envoyer un message. Alors, je vais te laisser penser à quelqu'un, quelque chose, une situation pour toi, pour les autres. Qu'importe, je ne veux pas le savoir. C'est ton cœur, c'est toi, ça te regarde. Ok. Je vais te laisser couper le jeu, Clémence, avec la main gauche, s'il te plaît, la main du côté du cœur. Voilà. Et est-ce que tu peux nous lire la carte sans nous dévoiler ta question, s'il te plaît? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon ben... T'as vu, c'est exactement ce que je te disais juste avant. Exactement. En fait, c'est rester en paix avec soi-même. Exactement. L'oracle des anges, je t'aime. Voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus. On va faire notre petite photo Paula. Et est-ce que je peux demander à... Chloé de nous prendre en photo. Vous avez vu ou pas mon choix? Ça va se tourner vers Chloé. Merci beaucoup. Allez, faisons notre petite photo. Je peux pas la garder. Attends, je vais la prendre en photo quand même. C'est un bon mantra. En fait, du coup, j'aime bien moi faire ça. Parfois le matin, quand j'ai des questionnements sur ma journée. Ah oui, tu tires? Eh ben, je tire, exactement. Ok, du coup, on fait une petite photo. Petite photo, Paula. Merci beaucoup. Tu sens bon, hein? Oh, merci. Ça filme encore? Oui, ça filme toujours. Ok, non mais... Merci. Attends, je vais peut-être goûter un bonbon. Ah bah alors, tu peux y aller, Clémence. Tu peux même en prendre plusieurs, je ne dirai rien. Où? Sur Amazon? J'ai acheté ça, c'est une excellente question.
Qui a acheté ça, Chloé? Je vous mettrai le lien, si vous voulez, de ma petite boîte à bonbons. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Clémence, d'avoir pris du temps. Je sais qu'après, tu pars prendre l'avion et tu pars travailler. Et je suis très contente d'avoir eu un petit moment que toutes les deux, parce que on se voit, on se croise sur les plateaux, sur des enregistrements. On a toujours un petit mot l'une pour l'autre sans avoir vraiment le temps de discuter, parce que nos métiers font que tout va vite. D'ailleurs, je veux bien un café sans sucre ou avec sucre. Tu auras ce que tu veux. Avec toi, mais pas devant les caméras. Avec plaisir. Mais ce serait bien. Parce que je sais que Inès, elle a une vie à 400 à l'heure. Hein, donc, oui. Mais après, c'est bien. Mais toi aussi, on n'a qu'une vie. Et je crois qu'on a un peu ces personnalités où on aime vivre les choses à fond et sans regret. Je crois que c'est un peu ça. Et merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois, d'avoir été si nombreux à regarder les épisodes précédents. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et bien sûr à aller suivre Artéphile. Je vous embrasse, à dimanche prochain. Ciao, ciao.